Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. Puis on va commencer par une petite actualité. Donc le 3 mai prochain, on vous propose une journée d'introduction pour les stagiaires et leurs encadrants. Donc si dans vos structures vous accueillez des stagiaires sur la thématique du biomimétisme, on vous propose une journée pour introduire les concepts clés. Et donc donner les outils et les premières méthodologies aux étudiants qui vont mener des stages dans vos structures. Vous avez dû recevoir l'invitation calendrier et donc toute la journée est ponctuée par différentes sessions pour acculturer les étudiants à cette thématique pour qu'ils rentrent bien dans leur stage. Alors aujourd'hui, on vous propose de présenter ces travaux de thèse de doctorat que j'ai menés au sein du CEBIOS pendant les 3 dernières années. Alors, la soutenance a eu lieu le 4 février dernier et l'idée, donc, c'était une restitution donc, très académique et en anglais avec peut-être quelques petits soucis d'enregistrement parfois, de connexion. Et donc du coup aujourd'hui on vous propose une session plutôt en français et puis sous un format peut-être moins académique avec aussi l'objectif à la fin d'échanger sur vos ressentis et d'avoir vos commentaires, vos réactions justement sur ces travaux méthodologiques autour des enveloppes bio-inspirées. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'à la fin on puisse synthétiser et y répondre et ouvrir un espace de discussion autour de ces travaux. Alors, écoutez, je vais commencer. Donc oui, il s'agit d'un doctorat en CIFRE. Alors, attention, tout à l'heure, on est en mode présentateur. Oui, c'est vrai, avec les commentaires, les pense-bêtes. Bon, je vais rester comme ça. Je pense que vous voyez suffisamment bien et que c'est assez grand. Non, là, on ne voit plus ta présentation. C'est toi qu'on voit en grand écran. Ah, ok. Ok, très bien. Hop. Et puis... Et ensuite, je crois que normalement, là, c'est bon. Non, non, toujours pas. Il faut que tu zappes sur l'écran du diaporama plutôt que sur l'écran présentateur. Ok. Bon, très bien. Alors, oui, donc ce doctorat donc, a duré 3 ans dans le cadre d'une convention CIFRE et il était coporté par le CEBIOS et le MECADEV. Le MECADEV qui est un laboratoire de recherche du Muséum d'histoire naturelle et qui est spécialisé dans les mécanismes d'adaptation du vivant, avec la particularité d'étudier une grande diversité de modèles biologiques, donc autant plantes, animaux, insectes, et donc tout l'intérêt de ce doctorat était d'avoir une analyse large de différents modèles biologiques et donc tout l'intérêt de collaborer avec le MECADEV. Et puis ce doctorat était aussi en partenariat avec le groupe cimentier VICA, encadré par Fabienne Ojard et Kalina Raskin pour le volet académique. Donc avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, je vais introduire quelques éléments de contexte sur cette thématique des enveloppes. Donc l'objectif de ce doctorat était de travailler vraiment sur l'objet, le modèle de l'enveloppe,
qu'on peut aussi appeler membrane, interface, peau, et qui va agir comme un filtre entre les échanges d'énergie, d'informations et de matière. Donc on est vraiment sur une barrière entre un milieu intérieur et extérieur. Donc si vraiment on doit modéliser une enveloppe, sans parler de modèle biologique, sans parler de façades de bâtiments, de packaging, etc., on est vraiment parti sur ce modèle-là. Et à partir de ce modèle, on peut identifier une grande diversité d'enveloppes. Alors elles peuvent être vivantes ou non vivantes. Donc là, par exemple, la peau d'un fruit, une enveloppe au sens propre aussi est une interface. On a aussi l'enveloppe d'un bâtiment. Voilà, on peut trouver une grande diversité d'enveloppes qui vont être vivantes ou non. Et puis, si on s'intéresse à la question des échelles, là encore, on peut en trouver à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle microscopique. En haut à droite, vous avez les cellules d'un oignon, donc on voit les différentes cellules et les membranes qui les délimitent. Puis on peut se placer à l'échelle macroscopique. Une coquille d'œuf, c'est aussi une enveloppe entre un milieu intérieur et extérieur. Et puis on peut continuer ce raisonnement et découvrir finalement que les enveloppes vont être partout, à toutes les échelles de taille. Et elles ont aussi la particularité d'avoir une grande différence de durée de vie. Elles vont avoir aussi leurs propriétés qui vont varier au cours du temps, et donc l'enveloppe d'un verre à soie, par exemple, est une enveloppe qui, dans le temps, vit beaucoup moins longtemps, ou du moins se dégrade beaucoup plus rapidement que, par exemple, l'enveloppe d'un packaging. Et puis on peut avoir ce raisonnement, encore une fois, pour toutes les enveloppes qu'on a vues avant. Par exemple, l'enveloppe d'un bâtiment va avoir une durée de vie bien supérieure à certaines enveloppes biologiques, etc. Donc ça, c'était vraiment pour le concept d'enveloppe. Et puis, si maintenant on se place à l'échelle architecturale, on parle aussi beaucoup d'enveloppes dans le bâtiment, avec une forme de hiérarchie et 3 enveloppes différentes. Donc la première, c'est notre peau. Donc la peau humaine est notre première enveloppe. La seconde va être plutôt les vêtements, qui voilà, constituent une barrière thermique supplémentaire. Et puis la troisième va être l'enveloppe du bâtiment. Donc là, on entend la façade et la toiture, qui vont constituer une barrière entre le milieu intérieur et l'extérieur du bâtiment. Et puis cette enveloppe, finalement, elle est assez particulière, cette troisième enveloppe, parce que elle va être exposée à des facteurs climatiques qui vont varier au cours du temps. Alors ça peut être à l'échelle de la journée, à l'échelle des saisons, et puis avec le changement climatique à une échelle de temps encore beaucoup plus large. Et finalement, on s'est concentré sur ces 6 facteurs que vous voyez, donc chaleur, lumière, air, eau sous toutes ses formes, son et stress mécanique, donc tout ce qui va être impact d'oiseaux, force appliquée sur la façade par le vent, par exemple, ou ça peut être plutôt le poids de la neige qui va s'appliquer comme contrainte mécanique sur le bâtiment, et donc par exemple en toiture. Et donc on va avoir une grande variation au niveau de ces facteurs environnementaux, mais malgré tout, nous, à l'intérieur du bâtiment, on va avoir besoin d'avoir une régulation de ces facteurs environnementaux pour apporter un confort constant. Par exemple, sur l'aspect confort thermique, alors si on simplifie le confort thermique à la température de l'air à l'intérieur du bâtiment, aujourd'hui on sait que dans les bâtiments, on doit être dans une plage entre 19 et 21 degrés, et ce, quelles que soient les variations de température extérieure. Pour le confort lumineux aussi, on doit avoir un certain apport de lumière, et dans la même lignée, quelles que soient les variations de lumière à l'extérieur, le jour ou la nuit, pour bien voir, on a besoin d'éclairer à un certain niveau.
de lumière. Et puis on peut appliquer ce raisonnement pour l'ensemble des facteurs. Donc finalement, on se retrouve avec une enveloppe qui va devoir filtrer ces échanges d'énergie, matière et information entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Donc finalement, si on devait résumer, l'enveloppe d'un bâtiment est un système multifonctionnel qui doit interagir avec différents éléments à différentes échelles de temps et de taille. Et malgré tout, on trouve une grande diversité d'enveloppes architecturales. Alors voilà un exemple d'enveloppe, mais qui est assez non exhaustif. Donc on peut trouver des enveloppes qui vont être gonflables, avec par exemple ce projet, l'Eden Project à Cornwall en Angleterre. On peut avoir des façades qui vont être adaptatives, donc qui vont s'adapter aux variations climatiques extérieures. Donc par exemple la façade de l'Institut du Monde Arabe à Paris, qui va venir filtrer la lumière avec ses diaphragmes qui vont s'ouvrir et se fermer suivant l'exposition lumineuse. Et puis on peut trouver des façades végétalisées, des façades avec un matériau unique, type des façades en briques, des façades en bois, etc. Donc l'ensemble de ces façades doivent filtrer les 6 facteurs environnementaux qu'on a vus précédemment. Et pourtant, et tant mieux, on trouve une grande diversité de façades. Donc finalement, on a une grande liberté architecturale pour remplir ces fonctions. Donc voilà les 6 facteurs sur lesquels nous nous sommes concentrés dans le cadre de cette recherche de thèse. Alors on aurait pu en rajouter d'autres, on aurait pu intégrer les aspects incendie, résistance au feu par exemple, qui sont des caractéristiques que doivent remplir les matériaux de façade aussi. Mais voilà, comme il s'agit d'une thèse et que 6 critères, c'est déjà assez conséquent à étudier en termes de multirégulation, on a limité à ces 6 facteurs-là. L'autre élément, l'autre point de départ qui justifie quelque part pourquoi on s'est intéressé à la façade, c'est qu'aujourd'hui, au regard de la transition environnementale, on s'est rendu compte que le secteur du bâtiment, pour tout ce qui va concerner le chauffage et la ventilation, par exemple en Europe, représente une part importante de la consommation énergétique. Alors cette publication estimée à environ 37%, mais on voit qu'on a vraiment une part importante de consommation énergétique. Et pour ça, on a plusieurs leviers pour réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment. Alors la première, ça va être le positionnement du bâtiment. Donc suivant, si on identifie cette parcelle à construire, on peut choisir de placer au meilleur endroit le bâtiment, suivant l'exposition au vent, suivant l'ensoleillement, etc., pour optimiser les consommations énergétiques. Donc c'est ce qu'on va pratiquer en architecture bioclimatique. On reprend des principes de l'architecture vernaculaire, donc cette démarche vraiment d'optimiser la position du bâtiment. Mais sauf qu'aujourd'hui, au regard de l'étalement urbain, et aussi pour des aspects de rentabilité immobilière, finalement, on a besoin de densifier en ville, et donc on ne peut finalement pas se permettre de laisser une partie aussi importante d'une parcelle pas construite. On va avoir besoin de densifier, et donc d'aligner le front bâti sur le long de la rue, par exemple, dans ce cas fictif-là. Et donc, on ne peut pas construire, par exemple, la moitié de la parcelle. Enfin, tout dépend des PLU, mais en tout cas, aujourd'hui, la tendance est vraiment à densifier. Donc, finalement, aujourd'hui, placer le bâtiment au bon endroit, ce n'est pas forcément un levier de réduction des consommations d'énergie. Un autre levier va être d'utiliser des systèmes de chauffage et ventilation qui vont être plus performants, qui vont consommer moins d'énergie, qui vont être intelligents par exemple, qui vont s'adapter qui vont adapter chauffage, ventilation, rafraîchissement suivant les temps d'occupation du bâtiment par exemple. Mais bon, on est toujours sur des systèmes qui vont consommer de l'énergie. Mais c'est aussi un levier.
Et puis finalement, le levier principal aujourd'hui, c'est la rénovation du parc urbain construit. Finalement, le neuf représente une toute petite partie de la construction aujourd'hui, et quand au regard des plans de rénovation à l'échelle française et à l'échelle européenne, l'enjeu aujourd'hui est vraiment d'aller vers des enveloppes performantes, des enveloppes qu'on va venir rénover de bâtis existants. Donc c'est finalement le point de départ de cette recherche de thèse que de travailler sur la question de l'enveloppe et dans une optique d'appliquer ces principes-là pour de la rénovation. Et puis si maintenant on prend un peu de recul, une perspective un peu plus historique sur le rapport qu'on a eu à la nature et à l'environnement en architecture, donc on a l'échelle de temps en bas. On se rend compte qu'en architecture, on a toujours eu un rapport ornemental. Donc, par exemple, la reproduction de feuilles d'acanthe en Grèce sur les temples grecs qui vont venir orner. Jusqu'à il y a 100-200 ans, finalement, le bâti était façonné par l'accès à l'énergie. Donc, finalement, on utilisait des matériaux locaux, on utilisait des ressources disponibles pour chauffer. Et puis, c'est vraiment qu'à la période de la révolution industrielle, avec un accès à l'énergie peu cher, que finalement, en architecture, on a pu s'affranchir de ces contraintes-là, des pressions environnementales, et puis avec une inspiration plus modérée, peut-être, de l'ornement et de la reproduction directe du vivant en architecture, excepté avec tous les courants Art Nouveau. Mais finalement, cette période de révolution industrielle a complètement et profondément changé notre rapport au vivant, qui jusque-là était quelque part limitant dans nos consommations d'énergie. D'où le retour à la bio-inspiration, finalement, où aujourd'hui on vient se poser la question: que pouvons-nous apprendre pour améliorer la performance et l'empreinte environnementale globale des bâtiments? On aime bien résumer aujourd'hui le développement de l'architecture bio-inspirée avec le cycle de Hype, qui est une manière d'évaluer la maturité d'une technologie ou d'une nouvelle approche sur le marché, par exemple. Et donc c'est une courbe qui est assez caractéristique, qui reprend toujours cette même forme. Et si on la prend pour support pour expliquer le développement de l'architecture bio-inspirée, on est exactement dans ce cas-là. Au départ, on a eu quelques bâtiments iconiques, par exemple avec les travaux de l'architecte allemand Frei Otto, le pavillon allemand en 1967, qui reprenait certains principes de tenségrité, de structure allégée, inspirée du vivant. Ensuite, le New York Times a fait l'éloge du bâtiment l'Eastgate Building à Harare au Zimbabwe, donc un peu avant les années 2000. Donc, finalement, il y a eu toute une émulation autour de cette approche appliquée à l'architecture. Et puis, c'est cette émulation qui nous amène finalement au pic des attentes importantes, parce que, juste avant de passer dans une phase de désillusion, parce que la majorité de ces projets étaient portés par des architectes qui avaient une sensibilité profonde à la biologie, à l'écologie et l'environnement, et qui avaient des connaissances initiales approfondies ou des centres d'intérêt pour la biologie. Et donc, l'ensemble de ces projets sont dans une approche qu'on va appeler biology push, donc un attrait de la biologie. Donc, ces architectes ont identifié des modèles biologiques d'intérêt qu'ils ont ensuite directement implémentés pour des principes architecturaux. Et donc, il n'y a pas eu ce travail dans l'autre sens, qui est aujourd'hui notre problématique. Aujourd'hui, nous avons un problème technique, par exemple la rénovation de l'enveloppe, et on va ensuite chercher les modèles biologiques pertinents pour répondre à cette problématique.
eux, dans leur démarche, ils ont d'abord choisi un modèle biologique qu'ils ont décidé d'implémenter dans le cadre de ces bâtiments, et puis ensuite tiré le fil pour implémenter ces principes biologiques dans le bâtiment. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est dans une démarche inverse, avec des problématiques d'accès à la donnée biologique, d'abstraction, de transcription, etc., qu'on verra dans la suite. Et donc, c'est ça qui a mené, peut-être dans les années 2000, à une forme de désillusion, de se rendre compte que finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air via ces bâtiments iconiques. Et puis, justement, dans les années 2000, il y a eu, depuis les années 2000, le développement d'outils de transcription de la biologie vers la technologie ou vers l'architecture, le développement de normes ISO, et puis en particulier en architecture, l'université de Stuttgart, via les laboratoires ICD et ITKE, ont coproduit de nombreuses expérimentations via le développement de pavillons bio-inspirés, où ils ont décrypté toutes les phases de développement d'un projet biomimétique en architecture. Donc un retour d'expérience important qui a permis de développer l'approche de manière plus profonde et donc contribuer au développement des outils pour implémenter l'approche. Aujourd'hui, en termes de preuves de concept, de pavillons, de bâtiments existants bio-inspirés, on en compte une trentaine à peu près. Et puis si on compte toutes les preuves de concept, les différentes esquisses, etc., il y a plus d'une centaine de projets bio-inspirés de façades et bâtiments qui sont documentés aujourd'hui et accessibles via de la littérature. Et puis, on compte aussi plus d'une cinquantaine d'outils et méthodologies qui ont été développées pour faciliter ce transfert de la biologie vers la technologie. Donc finalement, aujourd'hui, on pourrait considérer qu'on est plutôt vers ce plateau de productivité après le passage de ces différentes phases de désillusion et puis d'attente suite à des attentes importantes. L'autre point de départ de ce doctorat, c'est que la littérature scientifique mentionne que les enveloppes biologiques vont être multifonctionnelles. Alors si on prend par exemple la surface d'une feuille, on est exactement dans le modèle qui était présenté en introduction. Donc on va avoir l'intérieur de la feuille avec une enveloppe, donc plutôt la cuticule, une surface végétale, et qui va filtrer les échanges d'énergie, d'informations et de matière entre l'intérieur et l'extérieur. On est exactement sur un modèle multifonctionnel qui va venir réguler ces différents facteurs environnementaux qui étaient cités en introduction et qui vont nous intéresser dans le cadre du bâtiment. Les photos ici et cette analyse est extraite d'une publication justement qui mentionne ces caractérisations de multirégulation des surfaces végétales. Mais cette publication, au début de la thèse, était la seule qu'on trouvait qui parlait de caractérisation fonctionnelle des surfaces biologiques, et là en l'occurrence que des surfaces végétales, et qui mentionnait les aspects de multirégulation. Il y a beaucoup de publications qu'on trouve aujourd'hui en biomimétisme et en caractérisation qui vont être essentiellement sur une fonction. Par exemple, on trouve de nombreuses publications sur la thermique, et puis une caractérisation plus large de différents modèles biologiques, mais que sur des aspects thermiques. On peut trouver des publications similaires sur des aspects lumière. Mais on n'avait pas de revue comparative globale des performances multirégulation de différentes enveloppes biologiques. Donc c'était tout le point de départ de cette recherche de thèse, de prendre l'arbre du vivant et de regarder différentes typologies d'enveloppes au sein des eucaryotes. Donc les eucaryotes qui vont compter les domaines, les royaumes plantes, champignons et animaux. Alors c'est un arbre taxonomique qui est schématique. Voilà, s'il y a des biologistes parmi vous, on n'est pas sur un arbre
proportionné de manière rigoureuse. Là, vous voyez qu'il y a une place importante qui est donnée au règne animal, alors qu'en termes de nombre d'espèces décrites, c'est pas du tout proportionnel, mais on le verra par la suite, mais c'est plus pour avoir une représentation de l'ensemble des modèles biologiques qui ont été analysés et explorés dans le cadre de ce doctorat. Donc si on synthétise la question de recherche qui vient dans le cadre de ce travail, on a travaillé sur les enveloppes biologiques via le prisme de ces 6 facteurs environnementaux, dans une optique de concevoir des façades de bâtiments qui vont être multifonctionnelles. La question de recherche qu'on s'est posée, c'était finalement comment sélectionner, comparer et ensuite transférer ces connaissances en biologie pour répondre à un problème multicritère. D'un point de vue méthodologique, il y a eu vraiment un aller-retour permanent finalement entre la pratique, donc l'accompagnement qu'on peut faire sur côté habitat au sein du CBIOS, et puis les sciences du vivant par le côté Mécadev et Muséum d'histoire naturelle. Puis comme dit en introduction, la particularité du Mécadev, c'est la diversité des modèles biologiques qui sont étudiés. Et donc, on a une diversité au niveau du règne des plantes, animaux et de processus d'adaptation du vivant. Et puis, pour compléter ce travail, en introduction, on a vu certains pavillons de recherche côté Université de Stuttgart et laboratoire ICD-ITKE. Et donc, on a pour analyser les différentes enveloppes existantes et ces différents pavillons, j'ai passé 4 semaines au sein des locaux, donc il y a 2 ans, pour justement interviewer les concepteurs de ces pavillons, comprendre les méthodologies, donc interviewer autant les architectes, les designers que les biologistes pour comprendre leur démarche et leur méthode de travail. Et puis, l'expérimentation et ces travaux de recherche ont aussi été nourris par de l'enseignement, en particulier avec l'école d'architecture Paris-Val de Seine sur un séminaire autour des enveloppes construites. Et puis, l'accompagnement et la facilitation de l'intégration du biomimétisme lors des appels à projets, des missions qu'on peut mener au sein du pôle Habitat, ont aussi largement nourri ces travaux de thèse pour que les outils développés soient alignés avec les besoins pratiques, concrets d'implémentation côté maîtrise d'œuvre. Donc finalement, il y a eu une grande diversité d'acteurs avec qui j'ai pu rentrer en interaction et qui étaient vraiment partie importante de la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de cette thèse, pour avoir vraiment des retours d'expériences concrets de terrain, des besoins d'un point de vue méthodologique et de compréhension de ce qui avait aujourd'hui déjà été développé. Donc si on devait synthétiser, donc il y a eu une part importante interview, de littérature scientifique, de revues, de lecture, de publications, en particulier côté biologie, et puis de mise en pratique, notamment par le séminaire Enveloppe et l'accompagnement de projet. Donc la première question qu'on s'est posée au début de ce doctorat était en lien avec l'existant. Parce que si on résume les différentes étapes de construction d'un projet d'architecture, on pourrait résumer avec une phase au début de programmation, ensuite une phase de design, plutôt côté maîtrise d'œuvre, donc architecte, bureau d'études, et puis ensuite il y a toute la production de documents, de permis de construire, consultation des entreprises, etc., jusqu'à la construction du bâtiment. Et on a constaté au tout début de ce doctorat, c'est que finalement on n'avait plus, d'après la littérature scientifique qui était
il y avait plus de 100 enveloppes qui étaient construites ou à l'état de concept via la littérature scientifique. Mais pourtant, une grande partie d'entre elles étaient monofonctionnelles. Donc finalement, réguler principalement les facteurs environnementaux, chaleur et lumière. Et ce qui est assez finalement contre-intuitif, parce que en phase de design et de conception, si on regarde à nouveau la littérature scientifique, mais cette fois-ci du côté de la biologie, on se rend compte qu'il y a des connaissances en biologie qui sont disponibles. On sait, d'après la publication présentée tout à l'heure sur les plantes, que les espèces vont être multifonctionnelles et vont présenter des propriétés de multifonctionnalité à l'échelle de leur enveloppe. Et puis qu'il y a aussi des outils qui permettent de concevoir des enveloppes bio-inspirées. Donc la première étape a été de comprendre finalement d'où vient ce gap entre ce qui est accessible en termes de connaissances, en termes d'outils, et le résultat qui est essentiellement de la multifonctionnalité et pas forcément beaucoup d'enveloppes designées. Donc on a mené une étude avec Tessa Hubert, qui est également en thèse à Novatech INEF4 et l'I2M sur la question des enveloppes bio-inspirées, et ainsi qu'au Mecadev. Donc on a analysé 30 enveloppes bio-inspirées construites. On avait vraiment à cœur d'étudier essentiellement des enveloppes construites pour avoir un retour d'expérience le plus abouti possible. Parce que finalement, à l'échelle de concept, il n'y a pas eu de... Les autres projets bio-inspirés qui sont restés à l'échelle de concept ne sont pas passés par les étapes de simulation numérique, de construction, etc. Donc nous, on voulait vraiment analyser le processus de conception et de construction depuis l'idée jusqu'à l'évaluation du produit final. Et donc, nous avons identifié ces 30 enveloppes bio-inspirées que vous voyez là. Alors, vous en connaissez sûrement certaines. Le pavillon à Stuttgart, inspiré de la pomme de pin, l'Eastgate Building qu'on a vu tout à l'heure. Toutes ces enveloppes qui vont être réactives aux variations climatiques, aux variations thermiques. D'autres pavillons de l'Université de Stuttgart qui travaillent sur des questions structurelles. L'église Nianing de l'agence d'architecture in situ inspirée des termitières, etc. Puis, vu qu'il s'agissait de comprendre les tendances émergentes en termes de pratique et de résultats, on a dû pondérer cet échantillon parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la moitié sont des enveloppes, sont surtout des pavillons de recherche et qui ont été développés par l'Université de Stuttgart. Donc on avait un acteur et une méthodologie qui était... on a eu besoin de pondérer notre échantillon pour avoir un reflet des tendances actuelles de l'architecture bio-inspirée. Puis voilà, on a pondéré notre échantillon via ces 4 groupes. On a résumé ces 2 projets à un seul projet, ces 4 projets à un seul, parce que l'Université de Stuttgart a 4 thématiques principales de recherche au niveau architecture bio-inspirée que vous voyez là, donc tout ce qui est morphologie fibreuse inspirée plutôt des arthropodes, tout ce qui est mécanisme de pli, etc. Et en fait, chaque pavillon est en général l'amélioration du pavillon précédent, avec souvent le même modèle biologique qui est analysé puis amélioré dans le cadre de leur recherche. Donc voilà, d'où cette pondération qui nous a donné les résultats suivants. Donc, une grande partie de ces projets étaient monofonctionnels, dans le sens où ces enveloppes étaient designées pour améliorer une des 6 fonctions que nous avons vues en introduction, donc les fonctions de régulation lumineuse, thermique, acoustique, eau et air. Et donc là, principalement, les pavillons de l'Université de Stuttgart travaillent sur les aspects contraintes mécaniques, donc sur un aspect assez monofonctionnel.
Ensuite, le reste des pavillons, enfin des projets bio-inspirés de ces 30 enveloppes étaient essentiellement avec des fonctions de régulation de la chaleur et de la lumière. Et puis ensuite, on trouvait quelques pavillons, vous voyez 15 et 5%, qui régulaient d'autres facteurs simultanément. Donc tous les projets qui s'inspirent des systèmes de ventilation détermitaire, ces 3 projets donc sont multirégulants pour régulation de la chaleur, de l'eau et de l'air. Et puis ces projets d'enveloppe où l'enveloppe va être poreuse va réguler ces 4 facteurs de manière simultanée. On s'est aussi rendu compte qu'aucun de ces projets travaillait sur l'aspect acoustique. Donc aller regarder les performances de régulation acoustique des enveloppes biologiques pour l'implémenter dans le cadre de ces projets. Alors à première vue, on aurait pu croire que beaucoup de projets sont multifonctionnels, mais si on regarde un peu plus en détail, finalement, donc là on voit qu'on a 30% qui est monofonctionnel. Ces projets de brise-soleil qui régulent la lumière et la chaleur, on pourrait croire entre guillemets qu'ils sont multifonctionnels, mais finalement on est sur un brise-soleil qui va venir occulter une partie de la façade. Donc ces 2 facteurs sont complètement corrélés d'un point de vue chaleur et lumière. Et puis le fait de ventiler, forcément, on va avoir un impact sur la chaleur, sur la qualité de l'air et sur le taux d'humidité. Donc à chaque fois, on a des facteurs qui vont être corrélés, alors que si on regarde le fonctionnement du vivant, on va avoir à l'inverse, la surface d'une feuille va être soumise par exemple à de fortes radiations thermiques et pourtant ne va pas s'échauffer sans pour autant couper le rayonnement lumineux. Et donc on se rend compte que certes il y a la capacité de réguler plusieurs facteurs de manière simultanée dans ces projets bio-inspirés, mais on pourrait faire encore mieux si on regarde certaines propriétés de multirégulation du vivant. Et puis d'un point de vue méthodologie et approche, les interviews ont révélé que finalement dans une grande partie des projets on était sur du biology push. Donc on identifie un modèle biologique et ensuite on abstrait des principes pour l'implémenter dans le cadre du projet. Il n'y avait pas eu on pose finalement assez rarement le problème technique, on va chercher des modèles biologiques et ensuite on les implémente dans le cadre du problème technique. Et puis, malgré l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui développés, on avait assez peu d'outils qui ont été utilisés, à part la norme ISO que vous voyez ici à gauche, par les architectes. Donc, finalement, c'est assez paradoxal de savoir qu'il y a autant d'accès, il y a autant d'outils développés et assez peu été utilisés en architecture. Et puis, surtout, important, finalement, quasiment l'ensemble de ces 30 enveloppes s'inspire d'un unique modèle biologique et pas de combinaison de différents principes. Et puis un dernier constat dans le cadre de cette recherche, c'est que finalement on avait un attrait important pour les espèces animales, alors que les plantes et d'autres espèces sont totalement sous-représentées dans les bâtiments bio-inspirés existants. Donc on a un biais taxonomique qui est extrêmement fort dans le choix des modèles biologiques. Donc en partant de ces résultats, on a identifié ces 2 hypothèses de travail qu'on va voir ensemble par la suite. Donc on a émis l'hypothèse que finalement, peut-être que si les architectes et les concepteurs avaient une caractérisation d'un unique modèle biologique, parce qu'on a vu juste avant que beaucoup de projets s'inspiraient d'un unique modèle et d'une unique fonction de régulation, on a émis l'hypothèse que si on avait une caractérisation multifonctionnelle de la multifonctionnalité pour les 6 facteurs vus de ce modèle biologique, peut-être que ça pourrait améliorer l'intégration de la multirégulation des enveloppes bio-inspirées. Puis la deuxième hypothèse était qu'une caractérisation de la multifonctionnalité
de différents modèles biologiques et une comparaison entre eux permettrait aux concepteurs d'avoir un outil de sélection des organismes biologiques pertinents pour le projet. Donc dans un premier lieu, on va voir l'hypothèse 1. Donc on part du problème, donc on reprend les étapes de conception et construction présentées tout à l'heure, et on est parti sur le cas concret de la rénovation d'un bâtiment au sein du Muséum d'Histoire naturelle à Paris, donc un bâtiment qui va être en surchauffe en été et qui va être extrêmement consommateur en énergie en hiver. Et puis on est parti sur la question de l'enveloppe, et on s'est posé la question, est-ce que si on multi-caractérise les propriétés de régulation thermique de l'enveloppe du zèbre, qui est un modèle biologique qui revient beaucoup en architecture, qui est souvent nommé comme un modèle emblématique de la thermorégulation. Alors c'était un choix assez arbitraire finalement, de prendre ce modèle et d'aller le multi-caractériser. On s'est demandé si cette multi-caractérisation allait permettre d'aller vers une façade multirégulante. Au niveau des éléments de contexte d'un point de vue biologique, donc là vous avez le zèbre avec dans son milieu qui va être soumis à différents facteurs environnementaux. L'enveloppe se compose de la peau et des poils qui vont être zébrés avec ces différences de couleurs. Et puis plusieurs publications émettent l'hypothèse que ces différences de couleurs permettent une ventilation naturelle par création de turbulences, ce que vous voyez en haut à droite au niveau de l'enveloppe du zèbre, et donc lui permettrait de contribuer à la régulation de la température. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles aujourd'hui dans la littérature sur le volet thermique. Et si on modélise par rapport au modèle présenté initialement autour de l'enveloppe, donc on a un intérieur qui serait l'intérieur, le corps du zèbre, et par analogie l'intérieur du bâtiment. Dans un deuxième temps, on a une enveloppe donc qui est rayée, et puis par analogie qui correspond à la façade du bâtiment. Et dans un troisième temps, ces enveloppes et cet intérieur, il est soumis à des facteurs environnementaux qui vont varier au cours du temps. Donc on a une représentation qui est circulaire en termes d'outils pour faciliter l'analyse et la connexion entre les différents concepts, pour conserver toujours cette analyse systémique de l'enveloppe biologique et donc sortir de l'analyse monofonctionnelle, de monorégulation, monoanalyse qu'on a vue en introduction et qui pouvait conduire à la conception de façades monorégulantes. Donc au niveau de l'outil, on propose ensuite de synthétiser l'ensemble des informations que j'ai pu trouver dans la littérature scientifique autour de ces 6 facteurs de régulation. Donc au niveau de la chaleur, donc on l'a vu en introduction, c'est une propriété qui est largement discutée par la communauté scientifique. Et puis si on regarde les autres facteurs, donc d'un point de vue eau, on a des processus de transpiration, d'un point de vue air, il n'y a pas forcément d'échange gazeux au niveau de l'enveloppe du zèbre, et puis au niveau des contraintes mécaniques, chez les mammifères, c'est plutôt le squelette qui va absorber les chocs et les contraintes, et puis la peau qui va les transmettre et puis se déformer pour transmettre les ondes de choc au squelette. Et donc, si on synthétise, on peut identifier des motifs de régulation pour chaque facteur environnemental au niveau de la peau du zèbre. Et puis ensuite, on peut avoir une caractérisation de l'environnement pour avoir une compréhension de son milieu, d'un point de vue thermique, acoustique, humidité, pour caractériser l'environnement de cette enveloppe biologique. Donc si on synthétise, donc on a vu que pour certains éléments, l'enveloppe du zèbre avait des propriétés de multirégulation qui sont synthétisées ici. Finalement, donc, je ne vais pas
rentrer dans les détails, mais en tout cas, on se rend compte qu'on a de la donnée qui nous permet de multi-caractériser cette enveloppe, mais on se rend aussi compte que pour récupérer ces données biologiques, il a fallu utiliser des accès à une donnée qui va être rangée dans des endroits très différents. Si on prend par exemple l'acoustique, qui est une donnée qui n'a pas été trouvée, est-ce que la peau du zèbre a une bonne absorption acoustique d'un point de vue biologique? C'est pas une question que les biologistes vont se poser, qu'elle ne fait pas forcément sens d'un point de vue compréhension du zèbre, elle fait sens dans le bâtiment, mais pas côté biologie. Donc la donnée n'est pas forcément accessible. Elle n'est pas toujours quantifiée pour les aspects thermiques, la conduction, la résistance thermique de l'enveloppe du zèbre va être caractérisée d'un point de vue quantitatif, mais pour les aspects régulation de la lumière, échange gazeux, transpiration, etc., on n'a pas de données quantitatives, mais uniquement qualitatives. Et puis, oui, on l'a vu avant, il faut aussi un minimum de connaissances en biologie parce que les aspects, par exemple, transpiration de la peau du zèbre sont des choses qui ont été caractérisées pour les mammifères, le fait de transpirer. Et on n'a pas forcément de publication qui explique en détail pour ce modèle biologique quels sont les mécanismes de transpiration. Et donc, il faut savoir que c'est un mécanisme, un caractère qui est partagé par d'autres espèces de mammifères et donc en déduire que cette espèce a une régulation de l'eau au niveau de son enveloppe. Donc tout ça pour souligner le fait que la donnée biologique est existante, elle n'est pas forcément caractérisée sous la forme dont on en a besoin, elle n'est pas toujours quantitative, parfois elle est uniquement qualitative et parfois elle n'est pas forcément disponible. Donc ça nous amène à la deuxième hypothèse, maintenant qu'on a dégrossi la multi-caractérisation d'une unique enveloppe biologique, et on pourrait appliquer cette méthode à d'autres enveloppes biologiques. Donc c'est ce qu'on a fait en deuxième partie pour ensuite les comparer entre elles. Donc on reprend notre problématique de départ, donc la rénovation de cette enveloppe de bâtiment. On se place dans une position de multi-caractérisation de différents modèles biologiques. Et voici les 10 types d'enveloppes biologiques qui ont été choisis, qu'on avait vu en introduction, pour être multi-caractérisées dans une optique d'ensuite les combiner pour avoir une façade multi-régulante. Donc on a 10 enveloppes et parmi ces reines, certaines vont être aquatiques. Mais on ne va pas les étudier, on va uniquement étudier les espèces qui vont être terrestres. Parce que, par analogie, on va prendre des enveloppes qui sont exposées aux mêmes facteurs environnementaux que les enveloppes de bâtiments. Et donc, on s'intéresse uniquement à l'enveloppe externe. Donc, par exemple, le complexe peau plus épine, peau plus poil, peau plus plume, etc. ou peau nue pour certaines espèces. Mais uniquement la partie la plus extérieure des enveloppes biologiques. Voilà, la en coupe, on a une grande variabilité entre un insecte, une enveloppe végétale, une enveloppe animale, par exemple, dans le cadre d'un amphibie. Puis on regarde vraiment les tissus les plus externes et les appendices, donc, par exemple les poils qu'on trouve chez les mammifères, mais qu'on trouve aussi chez les insectes et qu'on peut trouver aussi chez les végétaux. Donc on s'intéresse à ces enveloppes avec la partie la plus extérieure. Et ensuite, on va décortiquer ensemble, alors on ne va pas décortiquer les 6 paramètres, mais simplement l'aspect lumière. Donc si on reprend la problématique du bâtiment, on se place dans un cas fictif
Ou par exemple, à l'échelle d'une journée, on a une variation de la lumière qui va être importante à l'extérieur. Et puis, pour avoir un éclairage minimal et ne pas être non plus ébloui, pour mener nos activités à l'intérieur du bâtiment, on va avoir besoin de se situer dans cette plage-là de fonctionnement, entre 100 et 500 lux à peu près. L'idée, c'est d'avoir un modèle fictif pour nous permettre ensuite de réfléchir qu'on est dans une plage de contraintes, une plage de fonctionnement qui, vous voyez, est assez resserrée à l'échelle des variations de lumière extérieure. Donc si on se place à l'échelle de l'enveloppe, finalement, une façade de bâtiment, quand on va être en dessous des conditions d'éclairement minimales, le rôle de l'enveloppe, ça va être de laisser passer la lumière. Quand on est dans les bonnes conditions, ça va être finalement de filtrer, de laisser passer. Et puis quand on va être supérieur au taux d'éclairement dont on va avoir besoin à l'intérieur du bâtiment, l'enjeu, ça va être de bloquer et de filtrer. Donc c'est la synthèse de notre problématique à l'échelle de l'enveloppe bâtie. Donc là, on est vraiment en train d'avoir une description fonctionnelle de l'enveloppe du bâtiment et de notre problématique avant d'aller regarder les enveloppes biologiques. Et si on analyse, donc là, on a regardé dans un premier temps les fonctions. Et maintenant, si on analyse les processus de régulation, on peut décrypter le fait de laisser passer, de filtrer ou de bloquer suivant ces schémas de synthèse avec de la diffusion, de la réflexion. On peut ensuite caractériser d'un point de vue physique les processus qui sont mis en jeu. Donc ça nous détermine notre problème de départ. Donc ensuite, on va regarder ces enveloppes biologiques à partir de ces 3 problèmes et essayer de les classer suivant leur performance de régulation, suivant leur fonctionnement. Et donc on propose, donc on a replacé les 10 enveloppes qu'on a vues avant en fonction de leur régulation de la lumière. Donc certaines enveloppes vont totalement bloquer la lumière, par exemple un plumage d'oiseau, en grande majorité le complexe plumage, l'appendice de la plume au regard de sa densité va quasiment bloquer l'ensemble du spectre lumineux. Une écorce aussi, le rayon lumineux ne va pas atteindre les tissus profonds de l'écorce. Pour certains insectes, on est aussi dans le même cas. Et puis d'autres espèces, en particulier les plantes, champignons, vont laisser passer une partie du spectre et donc vont être plutôt dans cette catégorie de filtration ou de laisser totalement passer. Et puis on peut avoir cette même analyse côté mammifère, où là, suivant la couleur, suivant la densité du poil, on se situe un peu dans ces 2 fonctions-là, à la fois bloquer et filtrer en partie. Si on regarde sur un cas concret côté mammifère, en fait, on est sur une large plage de fonctionnement pour la fonction de régulation de la lumière parce qu'on a une variabilité interespèce qui va être importante. Le complexe peau plus poil, en effet, suivant la couleur, suivant la densité du poil, on ne va pas du tout avoir le même comportement par rapport à la lumière. Et donc, les mammifères s'inscrivent dans une plage de régulation qui va être beaucoup plus large. Si on regarde, voilà, un poil, une fourrure d'ours va absorber le rayonnement, va être dense. La fourrure de l'ours polaire, certaines publications ont souligné le fait que par sa structure et sa composition, le poil va diriger le flux lumineux jusqu'à la peau et donc laisser passer. Voilà, une peau d'éléphant sans poil mais dense va, par sa couleur, essentiellement bloquer et ne pas atteindre les tissus profonds. Puis nous, la peau humaine, on a très peu de poils, on va avoir d'autres processus qui vont être mis en jeu, comme le fait de bronzer pour réguler et absorber le flux lumineux. Donc vous voyez, au sein d'un même groupe, ici les mammifères, on peut avoir des stratégies qui vont être très différentes. D'où la plage de fonctionnement plus large.
Donc une fois qu'on a identifié qu'il y avait différentes stratégies au sein de ces différentes enveloppes, on peut venir replacer dans une optique de mise en œuvre de façades bio-inspirées, on peut venir replacer les espèces et identifier que finalement, suivant les situations, suivant les moments de la journée au niveau de l'enveloppe, différentes espèces vont être intéressantes pour réguler le flux lumineux. Donc voilà, on remet les mammifères ici, on peut remettre les espèces qu'on avait vues auparavant qui vont bloquer par leur enveloppe, et puis les autres pour celles qui vont laisser passer. Tout l'enjeu était vraiment d'identifier quelles espèces sont intéressantes à quel moment, et on peut ensuite faire ce même travail d'identification des fonctions de régulation pour chaque facteur environnemental, les 6 qui ont été traités dans le cadre de ce doctorat, et ainsi déterminer, suivant les fonctions, quelles sont les espèces ou les groupes d'espèces les plus pertinents pour répondre à cette problématique. Et donc on se rend compte, si on regarde par exemple simplement pour les plantes, qu'en effet, une plante a des propriétés de multirégulation qui vont être intéressantes, et qui vont être intéressantes à différents moments, suivant si on souhaite bloquer, filtrer, laisser passer, pour l'ensemble de ces 6 facteurs environnementaux. Et donc après, on aurait tout un travail de recombiner l'ensemble de ces propriétés et de ces fonctions de régulation pour une façade. Donc si on synthétise l'ensemble des informations et puis l'ensemble de ce qui a été présenté aujourd'hui dans le cadre de ces 3 années de recherche. Donc d'un point de vue pratique, architectural, on s'est rendu compte initialement qu'on avait beaucoup de projets bio-inspirés qui travaillaient essentiellement sur des aspects de monorégulation, alors que dans le vivant, on a des modèles biologiques qui vont être multirégulants et multifonctionnels, qui avaient un biais taxonomique, donc un intérêt spécifique pour certains modèles biologiques, en particulier les animaux qui étaient forts. Et les interviews ont montré, en tout cas les interviews des concepteurs pour ces 30 enveloppes bio-inspirées, ont montré que c'était essentiellement lié au fait qu'il n'y ait pas forcément de biologistes intégrés dans les équipes, et donc ces profils concepteurs qui n'ont pas forcément de bagage en biologie se sont surtout basés sur leur savoir. Et donc aujourd'hui, plus communément, quel que soit notre niveau d'études, on a plus de sensibilité et de connaissance du règne animal que végétal, et puis ensuite les champignons, ensuite les unicellulaires, etc. Mais donc ce biais taxonomique qu'on a aujourd'hui en biologie, qu'on a pour les non-biologistes, se ressent fortement dans la démarche de bio-inspiration. Et puis, on a pu donc proposer un outil qu'on a baptisé la biomatrice, qui permet d'avoir une analyse de différentes fonctions de régulation et qui du moins donne un outil, une boussole pour aller vers de la multifonction et de la multicaractérisation. Donc qui permet de dépasser le prisme de mono-analyse d'un unique organisme biologique, et donc permet de penser davantage en complexité et en interrelation entre ces différents facteurs environnementaux. C'est ce qu'on a vu avec le zèbre et cette caractérisation unique d'un organisme biologique via différents facteurs de régulation. Et puis c'est aussi ce qu'on a vu via la caractérisation de différents modèles biologiques pour un problème décortiqué de façades bio-inspirées avec des comparaisons entre différentes enveloppes. Donc finalement, si on regarde les questionnements initiaux de cette recherche sur l'intégration de la bio-inspiration, les interviews et les interactions avec les différents praticiens ont en grande partie révélé que l'interdisciplinarité et en particulier l'accès à la connaissance en biologie était un frein important.
Pour certains acteurs aussi, les métiers de la construction sont des métiers qui sont qui sont déjà assez multi-acteurs et transversaux. Donc finalement, on a déjà beaucoup de sujets d'un point de vue réglementation, technique, nouvelles certifications, enjeux environnementaux, innovation à intégrer dans le bâtiment. Et donc finalement, parfois le biomimétisme peut être aussi vu comme un nouveau sujet parmi d'autres. Donc il y a vraiment un enjeu par le développement d'outils et méthodes et accès à la donnée biologique, de faciliter l'intégration de la bioinspiration, parce qu'en effet, suivant le temps dans les projets, on a besoin d'accéder plus facilement et peut-être plus rapidement à ces connaissances en biologie. Dans les autres leviers importants, il y a l'aspect éducation, formation. Est-ce qu'il faudrait pas réintégrer dans les formations les cursus d'architecture et d'école d'ingénieurs côté génie civil, des connaissances du vivant. Ça pose aussi la question de ces travaux des nouveaux profils. Est-ce que c'est l'architecte ou est-ce que c'est la maîtrise d'œuvre qui doit porter ces connaissances en bioinspiration, ou est-ce que c'est un acteur extérieur qui vient les apporter? Quelle place on donne à la bioinspiration dans ces processus de conception? Parce que, en effet, c'est une démarche qui prend du temps, d'où la phase de désillusion qu'on a vue en introduction avec le cycle de Hype, où finalement ces architectes comme Mick Pierce ou Fry Otto avaient comme passion finalement la biologie, et donc intégrer de nombreuses connaissances en biologie, mais c'est aussi quelque chose à intégrer, à acquérir. Donc où est-ce qu'on le place dans les formations professionnelles et la formation continue? Et puis un autre levier est aussi l'intégration du biomimétisme dans les appels d'offres aussi, ou dans les certifications, pour faciliter et encourager à l'intégration de la pratique dans les métiers. Et puis dans les derniers points de discussion, on l'a un peu soulevé auparavant, mais on s'est rendu compte qu'il y avait, par la variabilité interespèces, donc le fait d'avoir des variabilités, on l'a vu par exemple avec la lumière, suivant la densité de fourrure au sein du groupe des mammifères, on va avoir différentes performances de régulation thermique, différentes performances de régulation de la lumière. Donc quand on connaît la diversité des types d'enveloppes au sein d'un même groupe, et là on a pris par exemple une étude qui a travaillé sur la caractérisation de plus d'une centaine d'œufs différents de différentes espèces d'oiseaux, ça pose la question de par où commencer cette caractérisation des propriétés, sachant qu'on voit sur la courbe qu'on a une variabilité, ici par exemple de la réflectance, donc de l'interaction avec la lumière au niveau de ces différentes enveloppes. Donc il y a tout un enjeu de caractériser, parce que la donnée n'est pas forcément existante et pas forcément accessible, mais reste aussi à se poser la question de par où commencer au regard de la variabilité. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la communauté scientifique autour de la question de la thermorégulation, des propriétés de thermorégulation de l'enveloppe du zèbre, et aujourd'hui pas encore de consensus sur ces propriétés de régulation thermique. Donc, est-ce que l'enveloppe rayée permet de thermoréguler, est une question qui est encore en suspens et débattue par la communauté scientifique de biologistes. Donc il y a aussi la question des notions et des connaissances en sciences qui évoluent tout le temps et qui sont donc à intégrer dans ces processus de conception en bioinspiration, ou du moins qui questionnent sur les données à intégrer. Et puis, sur les aspects accès à la connaissance en biologie, et c'est tout l'enjeu aussi du projet Biomig, de travailler sur la structuration et la collecte de ces données, sur finalement quelle forme faut-il lui donner et quelle centralité et regroupement de ces données.
Et puis, dans le dernier point qu'a posé cette recherche de thèse sur la question de l'acquisition des données, peut-être aussi un enjeu de remettre en perspective ces questionnements de recherche par rapport aux matériaux, aux techniques d'éco-construction, et pas forcément en bio-inspiration, mais qui relèvent de l'architecture écologique, du biosourcé. Peut-être qu'il existe aussi des systèmes, et enfin, c'est sûr qu'il existe certains systèmes qui peuvent être performants, et aussi à questionner ce ratio. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin dans l'analyse de certains modèles biologiques, ou est-ce que certains systèmes vont être aussi suffisants pour répondre à nos enjeux de performance des enveloppes biologiques et des façades bâties. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Comme vous avez pu le voir, il y a eu de très nombreuses interactions avec beaucoup de chercheurs au sein du laboratoire, à l'extérieur, à Stuttgart. De nombreux stagiaires ont travaillé sur cette thèse, et donc voilà, plus d'une centaine de merci à toutes ces institutions qui ont collaboré, et ces chercheurs avec qui j'ai pu interagir avec grand plaisir pendant plus de 3 ans et demi, ainsi que l'équipe CBIOS, l'équipe du MECADEV. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis il nous reste un peu de temps pour échanger, pour vos réactions et les questions.